Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la rédaction du projet de recherche-action. Donc, on se rappelle que la question du projet, c'est un peu l'étape intermédiaire entre euh, le démarrage, je dirais, de notre année, où on va rédiger, on va commencer en rédigeant une toute petite fiche d'intention de 2 pages, qui après se développera pour arriver en décembre un projet qui après, en avril, plus ou moins, se transformera en mémoire. Donc, quels sont les passages, quelles sont les étapes qui peuvent nous permettre de rédiger un très bon mémoire? Première chose, on l'a dit, cette petite fiche d'intention, 2 pages, pas plus, où on va présenter d'une manière très synthétique les thèmes qu'on a choisis, ce qu'on sait de la thématique choisie à partir voilà, de nos observations préliminaires, de la littérature que grosso modo on connaît, pas celle qu'on doit étudier, mais celle qu'on connaît. Et après, une idée de la littérature qu'on devrait étudier pour connaître un peu mieux cette thématique. Une, une ébauche d'hypothèses, d'objectifs, et éventuellement les partenaires ou les intervenants externes qui pourraient m'aider dans la réalisation du projet. Donc, en moins de 2 ou 3 pages, on doit vraiment résumer tout ça. C'est très important de rédiger une fiche d'intention, même si elle n'est pas obligatoire. Pour quelle raison? Parce qu'elle nous permet d'avoir déjà noir sur blanc quelque chose pour commencer. Une fois qu'on a terminé la rédaction du projet, donc une fois qu'on a exploré la situation problématique, une fois qu'on a imaginé une hypothèse, des objectifs et une méthodologie concrète, alors là, il est important de rédiger un projet où en moins de 10-15 pages, on résume tout ça. Au mois d'avril, mais avant de remettre les mémoires, on doit se mettre au travail pour rédiger les mémoires. Alors, les mémoires, c'est un texte, on l'a dit, d'une vingtaine, une trentaine de pages, grosso modo, où on doit résumer, voilà, en 3 parties, la recherche qu'on a fait, donc le travail d'exploration de la situation problématique, l'action qu'on a réalisée, donc les gestes pédagogiques, les activités de formation d'adultes qu'on a mises en place. Et la troisième partie, c'est la réflexion, donc l'analyse de la pratique professionnelle. Permettez-moi de vous détailler un peu mieux donc, les mémoires. Regardez, essayez de comparer les chapitres qui sont présents dans les projets que vous avez en théorie rédigés que vous allez rédiger au mois de novembre, décembre, et les chapitres qui sont présents dans les mémoires. Donc, toute la première partie du mémoire, introduction, l'exploration de la situation problématique, et aussi le premier chapitre de la deuxième partie, donc ce qui est dédié à l'action. Il s'agit des chapitres sur l'hypothèse, les objectifs et la méthodologie. Sont des chapitres qui sont déjà présents dans les projets. Donc, si vous rédigez un projet pour le mois de décembre, même s'il n'est pas obligatoire, il vous permettra au mois d'avril d'avoir déjà des chapitres qui sont rédigés, à partir desquels vous pouvez littéralement piocher certains éléments partis, ou tout simplement faire un travail de copier-coller qui est tout à fait légitime. Donc, c'est pour cette raison que je vous conseille très vivement de rédiger un projet, même s'il n'y a aucune obligation, parce que ça vous permettra d'avoir un texte, un outil qui va résumer voilà, le travail du premier semestre et qui vous aidera voilà, à démarrer la rédaction du mémoire dans un moment où en général on a plein de choses à faire parce que on est en train voilà, de terminer l'année scolaire, on prépare voilà, les dernières épreuves de la certification académique, donc on a plein de choses à faire, c'est difficile de rédiger à ce point-là 20 ou 30 pages sans avoir rien rédigé auparavant. Donc c'est pour cette raison que je vous propose de réaliser ces 3 étapes et même s'il n'est pas obligatoire, rédiger quand même une fiche d'intention avant à la rentrée.
donc première ou deuxième semaine de septembre, de rédiger un projet à la fin du premier semestre, donc avant les vacances de Noël, et finalement, voilà, rédiger les mémoires selon voilà, les calendriers qui est établi par les rectorats. Donc, comment on rédige un bon projet ou un bon mémoire? C'est la même chose d'un point de vue formel. La première chose qu'on doit mettre, c'est la couverture et la page de garde. Donc, la couverture et la page de garde, en réalité, c'est plus ou moins la même chose. Je vais vous prendre un exemple, ça sera beaucoup plus facile. Donnez-moi une seconde. Je vais prendre l'exemple. Ça, c'est une couverture. Il y a voilà, des éléments graphiques. Normalement, la page de garde, c'est la même chose que la couverture, mais sans les éléments graphiques. Donc, il y a tous les détails, les éléments bibliographiques de la référence bibliographique nécessaire, mais il y a la partie graphique. La partie graphique, ça pourrait être éventuellement même une photo ou une image. Donc, la couverture et la page de garde ont en réalité les mêmes contenus au niveau des textes, mais la couverture, donc la première page, en général, elle est dotée d'une partie graphique, voilà, un logo, une photo, une image ou d'autres choses. Donc, déjà, on peut commencer à faire ça. Dans la couverture, en général, il y a les titres, le nom de l'auteur, l'année. Donc, je vous conseille là de suivre les consignes qui sont définies par les rectorats, qui peuvent éventuellement se modifier selon les années, et avec beaucoup d'attention. Après, je vous conseille toujours de partir de la table des matières. Donc, on connaît déjà grosso modo quels sont les chapitres qui sont nécessaires dans un projet. En général, il y a toujours une introduction, en général, il y a un chapitre qui s'appellera Exploration de la situation problématique ou d'une autre manière. Il y aura très probablement un autre chapitre qui s'appellera Hypothèse, un autre chapitre qui s'appellera Objectif, un autre chapitre qui s'appellera Méthodologie, résultats attendus par exemple, et bibliographie. Donc, une fois qu'on sait quels sont les chapitres qu'on a, on peut définir grosso modo combien de pages doit être long ce chapitre. Donc, si je sais que le projet grosso modo est d'une dizaine de pages, je vais dédier à l'introduction, par exemple, une seule page. Je vais dédier à l'exploration de la situation problématique 5 ou 6 pages, par exemple. Une fois qu'on a défini ça, on peut commencer à définir les sous-chapitres et les sections. Donc, je vous ai proposé un exemple ici dans cette diapositive. Il ne s'agit que d'un exemple, il n'y a rien d'obligatoire, où je vous montre comment ça pourrait être organisé une table de matière, au moins pour les premiers chapitres. Donc, introduction, une seule page, la problématique, il s'agit du deuxième chapitre, est divisé en plusieurs sous-chapitres, 3 pour être précis, donc les 2.1, le contexte de travail, les 2.2, approche transdisciplinaire, les 2.3, un problème global, et des sections. Alors, notez que les 3 sous-chapitres nous montrent quoi? Nous permettent de définir voilà, les données issues de l'observation. Pour quelle raison? Parce que dans le chapitre 2.1, où je parle du contexte de travail, donc le contexte où je travaille, où je suis amené à réaliser mon travail de formateur, je peux le définir, voilà, je peux l'explorer à partir de certaines données historiques, quand il a été créé l'établissement, quelle est son histoire, quel est le contexte à l'intérieur duquel voilà, il se trouve, et aussi qu'est-ce qu'il se passe à son intérieur. Donc en général, dans ces sous-chapitres, j'utiliserai des données issues de l'observation. Après ici, approche transdisciplinaire. Donc dans ces sous-chapitres, je vais par exemple utiliser la littérature scientifique pour montrer que la même thématique que j'ai choisie
peut être approché d'une manière très différente à partir d'un regard pédagogique, psychologique ou anthroposociologique, par exemple. Et le troisième chapitre, c'est un regard comparatif, donc les mêmes problèmes à partir des dispositifs qui ont été mis en place ailleurs. J'imaginais les solutions proposées en Chine, en Afrique du Sud, et une dernière section qui est dédiée à la question est-ce qu'on peut adapter ce qu'on a vu ailleurs dans les contextes où je travaille, les contextes martiniquais. Donc, la première chose quand on rédige un projet, c'est vraiment organiser la table des matières. Imaginez de construire un armoire. Dans l'armoire, il y aura des cases, des tiroirs. Si vous pouvez définir déjà de maintenant la taille des tiroirs, vous avez après très facilement comment remplir ces tiroirs. Donc, s'il y a un tiroir très petit, l'introduction et une seule page, je sais que je dois y dédier certaines ressources. Pour d'autres tiroirs qui sont plus grands, je dois m'organiser de manière différente en créant des sous-tiroirs, donc des sections, qui me permettront de remplir plus facilement voilà, cet espace. Après, l'introduction, qu'est-ce que c'est? Alors, l'introduction, même si elle n'est pas un résumé, le résumé c'est une autre chose, c'est vraiment une synthèse du travail en moins de 10-15 lignes. L'introduction fait office de résumé, mais elle sert surtout à décrire votre position en tant que formateur. Donc en général, on peut démarrer avec une phrase comme par exemple, en tant que formateur, dans le cadre de ma mission, je me suis rendu compte que, ou j'ai vu certaines choses, j'ai été touché par une situation problème qui m'intéresse, qui m'a permis de choisir ce thème, qui me donne envie de travailler d'une certaine manière, avec l'espoir de pouvoir solutionner ou améliorer une situation. Donc, deux pages pour écrire ça. Après, dans un projet, on a dit il y a un certain nombre de pages, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas, c'est à vous de choisir, mais pas beaucoup en réalité, où on doit analyser la problématique à partir du constat qu'on a réalisé, donc des constatations de départ. Constatations que j'ai réalisées, on les répète, à partir des observations sur le terrain et de l'étude de la littérature scientifique, littérature grise aussi. Par exemple, les chapitres, ou les plusieurs chapitres qui vont inclure les notes d'observation, peuvent le faire en utilisant un style narratif très ethnographique si vous voulez. Donc je vous ai mis entre les lectures proposées des articles, des chapitres, d'autres lectures où l'auteur utilise un style très narratif, très ethnographique pour raconter son aventure, je dirais son épopée de recherche. Il est très important de rédiger ces notes d'observation et de les insérer dans votre mémoire. Le lecteur appréciera et ça lui permettra de se rendre compte de ce qui se passe réellement dans votre contexte de travail. Dans les notes d'observation, il serait intéressant aussi, si possible, d'ajouter des données mesurables. Ça vous permettra de rendre plus scientifiques certaines observations qui éventuellement pourraient être contredites par les chiffres. Dans les chapitres qui sont dédiés à la littérature scientifique, donc à l'approche scientifique, il est très important de définir tous les mots clés, les idées clés, les concepts clés, les notions clés qui articulent la thématique. Si possible à partir d'un regard inter- et transdisciplinaire, donc en regardant la même thématique à partir de différents points de vue. Par exemple, la motivation. Quand on parle de motivation scolaire, il serait très intéressant de regarder qu'est-ce qu'on dit dans d'autres disciplines à propos de la motivation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les premiers travaux d'ampleur sur la motivation sont originés dans les sciences de l'administration, dans l'organisation des entreprises. C'est là
que pour la première fois on a réalisé des recherches d'envergure sur la question de la motivation. Après, bien évidemment, il y a tout un domaine disciplinaire, celui de la psychologie de la motivation ou la psychologie des émotions, par exemple, qui nous aide à mieux comprendre cette problématique. On parle de motivation dans plusieurs études d'anthropologie, par exemple, parce que chaque culture se motive d'une manière très différente. Donc voilà, il est très important d'avoir cette approche transdisciplinaire. Et après, j'étudie la littérature scientifique aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait les autres dans d'autres contextes par rapport aux mêmes problèmes que moi je suis en train de vivre dans mon environnement de travail. Bon, dans cette partie d'exploration de la situation problématique, il est très important voilà, d'avoir tous ces éléments et de leur dédier des pages pour aider les lecteurs à mieux comprendre vraiment qu'est-ce que c'est la problématique sur laquelle vous travaillez. Après, on a dit qu'on a un chapitre qui s'appellera hypothèse ou quelque chose comme ça. En général, c'est un chapitre plutôt court, une page, pas plus, où on va répondre à cette question de départ. Pourquoi existe-t-il ces problèmes? Donc, en général, vous pouvez remplir, je dirais, ce chapitre, ce tiroir, avec des phrases comme à partir de mes observations sur le terrain, à partir des résultats et des transcriptions avec des membres voilà, de la communauté scolaire, hein, à partir de l'étude de la littérature scientifique grise sur l'argument, je pense que les problèmes existent à cause de ça. Donc, il y a certains facteurs qui créent les problèmes. Donc, j'imagine que ce problème va aussi avoir un impact sur d'autres choses. L'hypothèse doit répondre d'une certaine manière à cette question de départ. Pourquoi j'ai ce problème? La partie des objectifs, le chapitre dédié aux objectifs va être long, une des pages, pas plus que ça. On démarre en définissant l'objectif général. Donc, pour résoudre ces problèmes, je crois que je devrais faire ça. Si possible, mettre en relation cet objectif avec les priorités définies par l'administration, comme l'académie, le rectorat, le ministère. Et après, définir les objectifs spécifiques qui doivent aussi définir des systèmes d'évaluation pour savoir si l'objectif a été vraiment atteint. Okay. Et on doit aussi définir les compétences qui sont en relation avec chaque objectif. Donc on doit remplir une, deux pages avec ça. Finalement, la partie que tout le monde considère très difficile est la méthodologie, mais qui ne l'est pas en réalité. Pour quelle raison? Parce qu'on a dit que la méthodologie n'est rien d'autre que traduire les objectifs en actions concrètes. Donc en général, on a 3-4 pages pour expliciter ces liens qui existent entre chaque objectif et les actions qu'on va mettre en place, l'ordre des actions, les ressources nécessaires et tout ça. Pour quelle raison ce chapitre il est un peu plus long que les précédents? Pour la très simple raison que quand je dois décrire toutes les actions que je vais mettre en place, je dois donner un minimum de détails. Donc, les chapitres s'allongent pour cette raison. Donc, il est très important voilà, que dans ces 3 chapitres, hypothèse, objectif, méthodologie, il y a un lien entre tout ça. L'objectif général doit être connecté aux objectifs spécifiques qui doivent être déclinés dans toute une série d'actions. Chaque action doit être définie en fonction de son déroulement, sa description, les ressources nécessaires, sa programmation, les compétences qu'il va développer et éventuellement avec des activités d'évaluation. Comment imaginer donc la programmation des actions? Je vous avais déjà montré un schéma, donc il est plus ou moins comme ça. On a les mois, pour chaque mois on a des semaines, à l'intérieur de chaque semaine il y aura des actions qui seront menées, tout en sachant qu'il y aura des semaines où bien évidemment il n'y aura pas d'action, ça c'est clair, mais bon,
Une fois que vous avez fait ce schéma, éventuellement, si votre projet ou votre mémoire va être très long, vous pouvez mettre ce schéma en annexe, mais dans le corps du texte, il doit avoir la description plus ou moins détaillée des actions que vous allez mettre en place. Je dis plus ou moins détaillée, pourquoi? Parce que vous avez quand même 3 pages, qui n'est pas beaucoup, et donc vous devez quand même synthétiser, c'est-à-dire la description, ça doit être complète sans être prolixe. Maintenant, rappelez-vous que pour chaque objectif spécifique, on l'a dit, vous devez définir les actions à mettre en place, les ressources nécessaires, les systèmes d'évaluation, la programmation et les compétences qui vont avec. Finalement, il y a un ou des chapitres qui ne sont pas réellement nécessaires et donc éventuellement dans le cadre d'un projet, ils ne vont pas être plus longs qu'une page, mais je le répète, ne sont pas nécessaires. Ce sont les chapitres dédiés aux considérations éthiques et les actions parallèles. Alors, si vous travaillez avec des sujets ou avec des codes dans des contextes particuliers, ou vous utilisez des données particulières, alors il est très important que votre travail soit délimité, je dirais, par des codes d'éthique. Vous devez être sûr que votre travail répond aux limites imposées par la loi et éventuellement les codes d'éthique des différentes organisations qui existent. Je le répète, n'est pas nécessaire dans le cadre d'un mémoire professionnel de niveau CAFA, CAFIPEVM, parce que vous avez très peu d'opportunités de travailler avec ce type de données. Mais quand même, voilà, sachez que si éventuellement vous avez des problèmes éthiques ou des questionnements éthiques, alors là, il est intéressant éventuellement d'imaginer un chapitre dédié à ça. Pour ce qui concerne les actions parallèles, sont les actions que vous pouvez mener au dehors du projet, mais qui sont d'une certaine manière reliées au projet. Par exemple, si vous êtes très actif dans votre établissement et travaillez sur les sites web de l'établissement ou sur la radio online de l'établissement, donc vous pouvez éventuellement imaginer des publications, des communiqués, des actions dans le cadre de votre travail, voilà, parallèle, mais qui quand même sont liées au travail de votre recherche. Donc, c'est à vous de voir si effectivement ça vous intéresse ou non. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de rédiger ces chapitres. Après, finalement, on a le dernier chapitre, que dans le cadre d'un livre, ça s'appellerait conclusion, dans le cadre d'une recherche ou d'un mémoire. Mais dans le cadre d'un projet, il s'appelle résultat attendu. Pour quelle raison? Parce qu'un projet est une intention. Je fais un projet parce que je voudrais réaliser les actions que j'ai prévues dans le projet. Donc, je peux attendre certains résultats. En décembre, vous n'avez pas encore mis en place vos actions, donc vous vous attendez des résultats, vous imaginez des résultats, vous espérez des résultats. Donc, ce dernier chapitre commencera très probablement avec une phrase comme « Nous espérons que ce travail puisse contribuer à fournir une solution au problème de » puisse contribuer à mieux comprendre certains problèmes, puisse améliorer mon travail, ma professionnalité, mes gestes pédagogiques et d'autres choses. Ok, donc, ce chapitre que je vous conseille quand même de rédiger, il est important parce que ça vous donnera plus ou moins une idée de ce qu'on pourrait faire avec votre projet, ce qu'on pourrait attendre avec votre projet. Donc, je vous conseille quand même de les soigner. Finalement, un projet se termine avec une bibliographie. Donc, on a déjà parlé des normes pas. Je vous conseille aussi de regarder le cahier des charges qui est publié par votre rectorat. On a dit qu'il n'y a pas des obligations par rapport à la quantité de ressources à citer. Mais bon, en général, on a dit au moins on aura 15-30 ressources tout en sachant qu'il y aura
des normes à citer, des lois, des circulaires. On devra sûrement citer des ressources qui m'aident à comprendre la problématique, les grands classiques, je dirais, l'actualité de la recherche et ce qu'on fait dans d'autres contextes pour les mêmes problèmes. Je vous, je vous conseille encore une fois de privilégier les ressources vraiment scientifiques et d'éviter autant que possible les ressources non scientifiques. Par exemple, certaines encyclopédies en ligne, je ne fais pas les noms, mais qui parfois peuvent être très bien, très intéressantes, mais qui n'ont rien de scientifique. Et, on l'a dit déjà plusieurs fois, utilisez les normes APA. La norme APA, on l'a déjà vu, je vous conseille aussi de réviser mille et mille fois la guide qui a été réalisée par la bibliothèque de l'Université de Montréal, donc de l'avoir toujours imprimé si possible à côté de vous. Finalement, dans un projet, on peut inclure des annexes. On peut les inclure aussi dans un mémoire. Ils sont hors texte, donc vous pouvez avoir plusieurs pages d'annexes. Ça ne comptera pas sur la longueur de votre mémoire. Donc si votre mémoire a 20 pages et vous ajoutez 10 pages d'annexes, votre mémoire restera de 10 pages. Les annexes, je le répète, sont hors texte. Les annexes en général sont présentées de cette manière. Il y a une première page où il y a écrit annexe, et après, dans cette page, il y a une liste des annexes. Donc, annexe numéro 1, il y a ça, l'annexe numéro 2, il y a ça, l'annexe numéro 3, il y a ça. De manière que, en tournant la page, il y aura l'annexe numéro 1. En tournant la page, il y aura l'annexe numéro 2. Donc, chaque annexe est numérotée. Il y a une légende qui explique qu'est-ce qu'il y a dans cette annexe. Il y a un seul annexe par page, donc même si vous utilisez des photos et les photos sont petites, c'est à vous voilà, de vous organiser, mais il doit y avoir un seul annexe par page. Il peut y avoir différents annexes, par exemple, la liste des sigles et des abréviations, normalement va en annexe. Vous pouvez imaginer les calendriers des actions à mettre en place qu'on a vu dans les diapositives précédentes, ça aussi ça va en annexe. Si vous avez un budget, vous pouvez le mettre en annexe. Si vous avez des photos, des dessins, des transcriptions d'interviews, vous pouvez les mettre en annexe. Si vous avez des organismes partenaires, et il est possible éventuellement de mettre en annexe les statuts de l'organisme, de l'association. Si vous travaillez avec des gens, des personnes, des collègues qui utilisent un jargon particulier ou un langage particulier, il peut être intéressant de mettre un dictionnaire d'une page, deux pages, en annexe. Ou éventuellement de mettre en annexe aussi des photos, des captures d'écran de certaines ressources pédagogiques utilisées. Par exemple, si vous travaillez sur les espaces numériques de travail ou certaines ressources en ligne, parfois il est important de mettre des captures d'écran parce que le lecteur ne connaît pas nécessairement l'espace numérique de travail sur lequel vous travaillez ou la ressource numérique sur laquelle que vous avez citée. Donc voilà, on a terminé avec cette leçon, rédiger les projets de recherche-action. C'est une diaporama que je vous conseille de réviser avant la rédaction de votre projet, plus ou moins pendant les mois de novembre et décembre, même si, je le répète, rédiger un projet n'est pas obligatoire dans le cadre des épreuves pour la certification académique. On vous demande tout simplement de rédiger un mémoire. Par expérience personnelle, je vous dis, les candidats qui ont eu moins de difficultés sont les candidats aussi qui avaient rédigé un projet pendant les mois de décembre, pendant les vacances de Noël, en réalité, parce qu'au moment de rédiger les mémoires, en mars, avril, ils avaient déjà une base de départ qui leur a permis voilà, d'éviter la crise de la page blanche. Ils avaient déjà écrit quelque chose, donc ça a été beaucoup plus facile de remplir les 20-30 pages de mémoire. Ok, merci beaucoup pour la patience et aux prochaines vidéos. Merci beaucoup, au revoir.